La fin de One Piece va nous décevoir. Ce n'est pas un soupçon ni une croyance, et encore moins un avis, c'est la réalité. Tous les grands shonen de ces 30 dernières années ont eu des fins au mieux clivantes, au pire détestées. On pense par exemple à la fin de Jujutsu Kaisen. Certes, le combat entre Gojo et Sukuna est entré dans la légende, mais ce qui suit, on l'a vite oublié. Le plan de Kenjaku préparé pendant toute la traque mortelle qu'on ne verra jamais, les révélations sur le lien entre Yuji et Kenjaku jamais expliquées, et un épilogue qui annonce le retour de Gojo sans rien amener. On peut affirmer que la fin de Jujutsu Kaisen est décevante. Et il n'est pas le seul. Naruto, My Hero Academia, l'Attaque des Titans, Bleach ou encore Demon Slayer, je pourrais vous en citer des centaines d'exemples. Mais ce qui m'intéresse ici, ce que je souhaite véritablement comprendre, c'est pourquoi lorsqu'un manga populaire se termine, la fin en vient à être décevante. Quelles sont les erreurs que One Piece, le manga le plus populaire de l'histoire, dont la fin est l'un des événements les plus attendus du siècle, risque de commettre? Entre les attentes démesurées des spectateurs, des idées brillantes, abandonnées ou encore la trahison des auteurs, partons explorer ensemble les réelles raisons qui se cachent derrière les fins ratées des grands classiques du manga et de l'animation pour enfin comprendre pourquoi One Piece finira par tous nous décevoir. Naruto, le shonen le plus populaire du monde, a trahi tous ses lecteurs avec une seule révélation. Mais avant de te la dévoiler, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Nous sommes en plein milieu de la 4ème grande guerre ninja, le plus grand conflit de tout le manga Naruto. Les batailles s'enchaînent, tout le monde a le droit à son moment de gloire, même les morts. Tout l'arc n'est qu'une montée en puissance très longue. On pourrait déjà dire que la fin de Naruto est un capharnaüm difficile à suivre, rythmé en dents de scie, mais ce n'est pas mon problème avec la fin de Naruto. Mon vrai problème, c'est ça. Lorsqu'on nous révèle que Naruto et Sasuke sont les réincarnations de deux demi-dieux, des divinités destinées à combattre le grand méchant surprise après la trahison du trahison, voilà le moment où le manga a trompé ses lecteurs. Il a détruit toute l'histoire qu'il nous racontait. Celle d'un jeune garçon fauteur de troubles qui dit vouloir atteindre le rang d'Hokage, plus haut rang social de son village alors qu'il est exécrable dans tous les domaines ninja. Il fait tout cela car il est rejeté, mis au pas de la société car différent, marginal, condamné à faire des bêtises pour attirer l'attention. Le rôle d'Hokage, lui, ce n'est pas seulement pour le pouvoir, mais en vérité pour obtenir la validation, la reconnaissance et l'acceptation de sa société. Et à force d'abnégation, d'efforts, de remise en question, de partage avec les autres, à la seule force de sa volonté, il arrive à grimper les échelons et à atteindre le sommet de la société ninja. Il semble toucher son but du bout des doigts pour qu'à la toute fin de son parcours, il apprenne que tout ce qu'il a vécu était destiné à arriver. Étant la réincarnation d'un demi-dieu, il était destiné à être exceptionnel. La fin de Naruto a détruit ce que racontait Naruto. Une histoire de mérite, de personnes se rebellant ce contre quoi ils étaient destinés à être pour s'accomplir en tant qu'individus. Elle a détruit ce message construit pendant 72 tomes, pendant 700 chapitres, pendant presque 15 ans. Tout cela pour revenir à la toute fin par surprise au cliché éculé de l'être peu noble destiné à une grande histoire. Si One Piece faisait la même erreur, cela reviendra à raconter comment Luffy avait crié son équipage pour récupérer le One Piece, le donner au gouvernement mondial et faire emprisonner toute son armada car le vrai rêve de Luffy était d'instaurer une paix par le contrôle de la marine. Si One Piece devait apprendre une leçon de Naruto, ça serait ça. Ne trahis pas tes lecteurs en changeant le message de ton œuvre du jour au lendemain sans préparation. Et il y a justement un autre manga qui aurait dû apprendre cette leçon. Voyez-vous, en contemplant l'état de notre monde actuel, avec toutes les crises que traverse notre société et les personnes qui sont prêtes à la réduire en cendres, j'ai l'impression que la meilleure chose à faire serait de ne rien changer. Vous voyez ce que je viens de faire là? C'est le problème de My Hero Academia et de son auteur, Kohei Horikoshi. Un problème qui ne se limite pas à une révélation choquante. Non. Un problème bien plus profond. Et pour bien le comprendre, il faut se replonger dans le phénomène My Hero Academia. De 2014 à 2018, My Hero Academia était LE shonen. La nouvelle série qui rafle toute l'attention que l'on voyait comme un futur classique du Shonen Jump. Chaque saison, animée avec maestria par le studio Bones, était attendue comme le messie. C'est ce que j'aurais dit en 2018. Aujourd'hui, en 2025, il y a certaines limites qui sautent aux yeux. Après le combat All Might contre All for One, on observe des maladresses d'écriture, que cela soit une histoire saccadée ou quelques trous dans l'intrigue. Tout cela n'empêcha pas le manga de nous donner des moments de pure émotion et des personnages mémorables. Puis vient le dernier arc. Je ne vais me concentrer que sur un détail qui illustre selon moi le problème systémique de la fin de My Hero Academia. 7 planches. La révélation sur les pouvoirs de Shigaraki
montre le manque de courage de Kohei Horikoshi. Révéler que Shigaraki possède ses pouvoirs de destruction à cause d'All for One détruit toute la symbolique et tue dans l'œuf tout le propos subversif que pouvait avoir My Hero Academia. Shigaraki est l'incarnation de tous les problèmes de la société super-héroïque. Discriminé à cause de ses pouvoirs dits de vilain, sa vie de famille déchirée à cause d'une super-héroïne, il rejette ce système qu'il a mis au pilori. Il était l'antithèse parfaite de Midoriya. Lui était né sans alter, Shigaraki avec un destructeur. Tous les deux rejetés par cette société pour leurs conditions d'alter. Midoriya, lui, a été reconnu par le plus grand super-héros pour porter son héritage, car il y voyait les mêmes valeurs de l'héroïsme. Shigaraki, lui, a été repéré par le plus grand super-vilain pour perpétuer sa lutte en tant qu'outil. Midoriya devait perpétuer la société et le système super-héroïque, et Shigaraki, lui, devait la détruire pour faire payer à cette société tout le mal qu'elle lui avait causé. D'autant plus que durant tout le manga, on confronte Midoriya à tous les défauts de sa société. On s'attendait alors qu'en tant que véritable héros, il réussisse à changer cette société au bord du gouffre dans le dernier arc. C'est ce que représentait le combat final entre Shigaraki et Midoriya, la confrontation de deux visions pour le futur du monde, l'un par la destruction, l'autre par la reconstruction. Tout ce potentiel était montré par une seule scène. Celle-ci. Midoriya, voulant sauver Shigaraki à tout prix malgré tous les esprits du One for All qui lui disent qu'il est perdu, montre selon moi ce que devait raconter My Hero Academia. Mais il y a eu la révélation sur les pouvoirs de Shigaraki. Tous les problèmes ne sont plus d'une société malade qui doit être reconstruite, mais un grand méchant que l'on peut battre pour résoudre tous les soucis. Et cela nous amène au dernier chapitre du manga, le stade terminal du problème de cette fin. Nous découvrons que la société super-héroïque est revenue comme elle était, enfoncée dans ses vieux systèmes de popularité, de caste d'alter et de performance. Midoriya participe lui-même à ce système en devenant professeur dans son ancienne école, sans jamais lutter contre ce système. On le voit vivre une journée de son quotidien, inspirant une nouvelle génération à perpétuer le cycle. Enfin, dans les dernières pages, on le voit recevoir une armure, lui donnant la chance de devenir un super-héros, de perpétuer les problèmes de cette société qu'il avait lui-même empêché d'atteindre son rêve. Ce chapitre final nous montre la morbidité sous-jacente de cette fin, le renoncement. On pourrait croire que Naruto et My Hero Academia ont le même problème, une révélation balayant tout ce qui avait été mis en place. Sauf que non. Là où Naruto a effectivement balayé d'un revers de main toute sa morale, My Hero Academia a un tout autre problème. On n'a jamais vraiment eu l'occasion de plonger dans ces problématiques. Certes, j'ai cité plus tôt quelques scènes qui illustraient selon moi le potentiel du message anti-système du manga. Mais ce n'est que ça, un potentiel. Un potentiel sans véritable exploitation qui sera tué dans l'œuf par cette révélation, jamais remise en question par après. Pourtant, ce n'est pas si surprenant. Kohei Horikoshi est un auteur ayant grandi dans la société japonaise, une société où l'individualisme est écrasé au profit de la stabilité du groupe. Une société donc qui n'encourage pas à remettre en question le système pour l'améliorer. Peut-être que Horikoshi voulait véritablement transmettre un message contestataire, mais que par la pression des éditeurs ou la peur du retour du public, il est décidé d'adoucir son propos, condamnant ce qui aurait pu être un final au sommet de l'émotion à une fin morne et convenue. Voilà ce que One Piece devrait retenir de la fin de My Hero Academia. Car, dans le cas contraire, imaginez, nous nous retrouvons sur l'Outworld, après une course contre la montre effrénée entre l'équipage de Luffy et celui de Barbe Noire. Le gouvernement mondial, lui, les poursuit pour tenter de les arrêter à tout prix. Les combats sont titanesques, épiques, nous sommes au pinacle de One Piece, et là, il le trouve. Le One Piece, plus grand, plus beau, au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Les chapeaux de paille voient que le One Piece les aiderait à faire tomber le gouvernement mondial. Ils s'en servent dans une ultime bataille où le One Piece disparaît. Luffy finit par gagner. Le gouvernement mondial n'est plus. Il décide alors, face à ce nouveau monde de possibilités, de recréer le gouvernement mondial, comme avant. On ramène même Mike Ainu et d'autres amiraux pour partir chasser des pirates, mais plus gentiment cette fois. Vous savez, on aura beau chercher à comprendre comment une bonne fin fonctionne, ce qui en fait une bonne ou une mauvaise, et ce que One Piece devrait en apprendre, pourtant, en vérité, on se voit juste tous la face. On évite une vérité qui nous terrorise tous en tant qu'auteurs de fiction, une vérité qui pourtant nous surplombe, telle une épée de Damoclès. Cette simple idée que même une bonne fin, même une fin excellente, peut être haïe. Comment je le sais? C'est très simple. Sachez qu'il existe un animé, écrit par son créateur alors au fond du gouffre, le dernier projet d'un petit studio pour se sauver de la ruine. Cet animé, à lui tout seul, va révolutionner son art et son industrie. Un animé ayant probablement la meilleure fin de l'histoire du manga et de l'animation japonaise. Pourtant, à cause d'elle, ses créateurs vont se faire menacer de mort. Pour comprendre comment autant de personnes ont pu cracher une haine pareille sur la fin d'une série d'animation, pour une fois, on va poser le contexte.
Nous sommes en plein milieu des années 90. Le Japon se retrouve dans une ère complètement dingue. Entre les bouleversements économiques, la jeunesse perdue ne croyant plus aux promesses de leurs aînés et les catastrophes naturelles, ce fut la décennie perdue. 10 longues années d'errance. Qui vit cependant la montée d'un mouvement contre cette période difficile, la montée de la culture otaku. Tout ce qui est lié au manga, animé, jeux vidéo et autres passions liées à la pop culture, même si vus comme des intérêts de marginaux, finissent par devenir plus populaires et acceptés. Et c'est dans la résurgence de cette culture qu'un petit studio d'animation fondé par un otaku diffusera le premier épisode de leur dernier projet avant leur fate. Ce studio, c'est Gainax, cet otaku, c'est Hideaki Anno. Et ce projet n'est nul autre que... Evangelion est une révolution. Neon Genesis Evangelion est l'une des œuvres qui fit date dans l'histoire de l'animation japonaise. Par son animation exceptionnelle, son traitement de ses thématiques, de ses messages et enfin par l'écriture de ses personnages, leur évolution et leur psychologie. Ce bouleversement des acquis de l'époque vient du fait que c'était une série de mechas. Sachez qu'avant Evangelion, les histoires centrées sur des robots géants étaient enclavées dans les cercles fermés de la culture otaku. Certes, certaines séries ont eu un impact culturel fort, mais ces œuvres étaient toujours catégorisées comme des produits pour marginaux. Cette série montre alors la richesse de la culture otaku, en dévoilant qu'elle avait bien plus à proposer que du divertissement bas du front. Mais donc, que peut bien raconter cette révolution ? Cela raconte comment l'humanité, 15 ans après la catastrophe mondiale appelée le Second Impact, doit maintenant combattre les anges, avec pour cela des robots géants, les Evangelions, aussi appelés Eva. Le but, empêcher les anges de reproduire la catastrophe d'il y a 15 ans, de créer un troisième impact. L'histoire se concentre alors sur les 3 pilotes d'Eva. Shinji, notre protagoniste, Rei, la pilote froide et impénétrable, et enfin Asuka, la tête brûlée imbue d'elle-même. Ce trio sera aidé par l'organisation secrète des Nations Unies chargée de combattre les anges, la NERV, dirigée nul autre que par le père de Shinji, qui a une relation... tendue. Commençant d'abord comme une série de mechas classiques, elle révèle très vite son véritable visage, en dévoilant au compte-gouttes sa mythologie, ses complots, ses intrigues politiques, psychologiques et métaphysiques. Tout cela en se concentrant sur le point de vue des personnages, qui vont tous traverser une métamorphose de leur psyché. Shinji, notre protagoniste, commençant comme un adolescent jeté au milieu d'une guerre, va s'enfermer dans son cocon, chercher la validation de son entourage, mais sera amené à sortir de son isolation et apprendre à s'aimer et se définir au-delà de la vision de son entourage. Rei, la pilote froide et obéissante, qui n'est en réalité qu'une création de la NERV, qui n'est qu'un fantasme d'humanité. Un fantasme que Shinji devra refuser pour accepter la réalité. Et enfin, Asuka, la pilote au fort caractère et authentique, en total contraste avec le fantasme qu'est Rei. Un fort caractère cachant le traumatisme du suicide de sa mère et son envie d'être indépendante du monde entier, de ne dépendre que d'elle-même. Ce trio sera dirigé par la capitaine Misato. Gérant les opérations de la NERV, elle a connu l'apocalypse aux premières loges, la plongeant dans un profond isolement, dont elle réussira à sortir et servira d'exemple à nos pilotes, malgré ses défauts évidents. Ces personnages seront le moteur des enjeux principaux de la série. À mesure que les épisodes avancent, ils seront poussés à bout, mis au fond du gouffre pour révéler leur vraie nature dans un final au firmament. Puis arriva les 2 derniers épisodes de la série, et là, il va se passer quelque chose d'inhabituel. Voyez-vous, comme la série avait une animation exceptionnelle et une mise en scène des combats alors jamais vue pour l'époque, la série coûta extrêmement cher à produire. Et Evangelion était leur dernier projet avant la faillite. Mais pourtant, ils réussissent à stabiliser le navire en mélangeant une imagerie grandiose avec une mise en scène plus autoriste et contemplative. Mais entre les retards de production et l'état psychologique du réalisateur et de ses équipes, ils ne pouvaient pas faire le final épique qu'ils avaient prévu. Ils vont donc faire un choix drastique. Un choix que peu auraient fait. Un choix qui va marquer l'histoire de l'animation japonaise et faire rentrer Evangelion dans la légende. Ils vont faire... Ceci... Vous venez de voir la meilleure fin
de l'histoire de l'animation japonaise. De très loin. Mais attends. Comment ce montage incohérent de dessins non terminés, de monologues incompréhensibles et de scènes surréalistes, comment ça peut être la meilleure fin de l'histoire des animés? Présenté ainsi, j'accorde que ce n'est pas évident. Pourtant, tout est là, sous nos yeux. Il ne suffit pas de voir, il faut regarder, il faut se rappeler. Se rappeler de quoi parle Evangelion. La série aborde un panthéon de thématiques. On peut y voir des propos sur la religion, la métaphysique, la politique, notre rapport au monde, et enfin et surtout, cela parle de la psychologie de ces personnages et surtout de leur rapport à soi et aux autres. Et ce rapport aux autres, cette barrière qui nous sépare tous et ce qui tourmente tous nos personnages. C'est durant les épisodes 25 et 26 que notre trio de protagonistes, Shinji, Asuka et Rei, ainsi que toute la panoplie de personnages de la série, devaient se confronter à leurs troubles et leurs traumatismes dans un final apocalyptique. Mais comme je l'avais dit plus tôt, le studio Gainax ainsi que son directeur Hideaki Anno ne pouvaient pas faire le final mythologique qu'ils avaient prévu. Ils devaient donc faire un choix, donner une forme moins ambitieuse au détriment du fond narratif, ou bien alors conserver ce fond, quitte à partir dans une direction qui perdra beaucoup de gens. Ils ont choisi la deuxième option. D'accord, ils ont juste fait une fin incompréhensible sans faire l'effort de la raconter pour se faire comprendre, pour se donner l'air intelligent, par pur caprice d'artiste. Alors, j'entends cet argument, mais je ne suis quand même pas d'accord. Ce n'est pas juste un caprice d'artiste, c'est la volonté de son réalisateur de nous raconter jusqu'au bout l'histoire qu'il voulait nous donner. Lorsque l'on passe le premier choc et que l'on essaie véritablement de comprendre ce que racontent ces deux épisodes, on comprend qu'ils ont fait le bon choix. C'est dans l'épisode 25 que pour des raisons occultes, on assiste à la tombée des masques. Rei, Asuka et Misato révèlent alors à la face du monde leur traumatisme et leur perception d'eux-mêmes et des autres. Ils le révèlent aussi à Shinji, qui doit alors faire face à son propre tribunal. L'épisode 26 est consacré à Shinji dans son entièreté, à son rapport aux autres et à lui-même. Les différents personnages de la série le confrontent à ses croyances. Il se retrouve complètement libre de sa forme et de sa réalité. C'est en comprenant qu'il est capable de s'autodéfinir, qu'il n'est pas condamné au regard des autres, qu'il finit par faire voler sa réalité en éclats. Tous les personnages de la série le félicitent, un après l'autre, et ainsi se termine l'épisode 26 de Neon Genesis Evangelion. Arigato. J'espère que vous comprenez pourquoi ce choix était capital. On constate que ces deux épisodes ont pour thèmes centraux une réalité volant en éclats pour détruire toute individualité. Tous les personnages se révèlent dans leur entièreté, il n'y a plus de barrière entre soi et les autres. Ce qui est capital pour le personnage de Shinji dont sa difficulté à communiquer et à se définir autrement que par les autres est le thème principal de la série et du dernier épisode. Et comment il le montre ? Par la forme. L'usage d'une animation sobre voire expérimentale illustre tous les points soulevés plus tôt. Puisque le monde tel qu'on le connaît a volé en éclats, la forme qui le représente a éclaté aussi. Puisque nos personnages sont libres de toute contrainte, ils peuvent former le monde tel qu'ils le souhaitent. Puisqu'ils n'ont plus aucune individualité, ils se retrouvent à montrer à la vue de tous leur intimité. Ils peuvent mieux comprendre ce qui les définit eux-mêmes et les autres. C'est tout cela que comprend Shinji lors de ces deux épisodes et qui conclut son arc de développement et celui de tous les autres personnages. Même après tout cela, il reste des intrigues secondaires selon Anno, certes, mais qui n'ont pas été conclues. Que devient le monde, la Nerve et tous les autres personnages secondaires ? Ce sont toutes ces questions suspendues, ça et autre chose, qui vont pousser Gainax à sortir un an après la diffusion du dernier épisode, un film. Un film qui va remplir toutes ses promesses. Un film qui va clôturer tout ce qui a été amorcé des années auparavant. Un film qui va amener une fin à toute cette histoire. Ce film, c'est... Cette fois-ci, Anno et Gainax, au lieu des 40 minutes que donnent deux épisodes d'une série d'animation classique, ils vont avoir 1h30. On retrouve nos personnages là où on les avait laissés. Tous au fond du gouffre. C'est à cet instant précis que la Nerve est attaquée. C'est un carnage, les employés tombent comme des mouches. Misato essaie alors de sauver tous les pilotes d'Eva et part à leur recherche. Malheureusement, elle mourra en tentant d'aider une dernière fois Shinji avant de le protéger dans son Eva. Asuka de son côté sort de sa léthargie et tente de se battre pour sa survie, en vain. C'est alors que Shinji sort à la surface et qu'il voit le cadavre de son ami en lambeaux qu'il... Pendant ce temps, le père de Shinji et Rei prépare le troisième impact pour qu'il ait lieu selon ses conditions. Mais il n'en sera rien. Rei, ayant le dernier mot sur la cérémonie, décide de donner le choix à Shinji. Rei devient une déité matriarche s'élevant dans les cieux. Alors crucifiée par des symboles occultes, cette incarnation arrive à Amado et Shinji
pour démarrer l'apocalypse. Toute l'humanité voit alors des visions de leurs proches avant qu'ils ne se transforment en une flaque de fluides oranges primaires. Shinji est alors confronté à sa relation avec Asuka, le rejetant pour tous ses comportements obscènes. Il décide alors de condamner l'humanité. Toutes les âmes sont alors rassemblées dans une seule soupe primaire. L'individualité n'existe plus. C'est lorsque Shinji les rejoint et qu'il constate leur rejet que le quatrième mur explose en 1000 morceaux par le choix de différents plans en prise de vue réelle. Shinji comprend alors que l'expérimentation de la douleur, de la différence et du rapport à l'autre est ce qui permet cette connexion, ce véritable lien de vie. Il faut que ce lien revienne. C'est alors que le troisième impact s'achève en apothéose que Shinji apparaît au bord d'une plage, avec Asuka à côté de lui. Il tente de l'étrangler, l'adolescente lui touche le visage, et Shinji s'effondre en larmes. Voici la fin de Neon Genesis Evangelion. Comme on peut le voir, The End of Evangelion est très différent des épisodes 25 et 26. Au point on pourrait se demander si ce film est la véritable fin prévue par Anno et ses équipes. Pourtant, il est évident que si, on peut voir que l'intrigue et les grands points de l'histoire sont les mêmes dans les deux fins. Alors, pourquoi faire ce film? Déjà, pour avoir une fin plus satisfaisante, au vu des retours qui se sont pris. Mais aussi et surtout, pour aller au bout de leur vision. Avec les images que je vous montre à l'instant, vous constatez bien que l'animation de ce film est excellente, même pour aujourd'hui. Avec les moyens et le temps qu'ils ont eu, ils ont pu boucler toutes les intrigues laissées en suspens dans les 2 derniers épisodes. Ils ont pu aussi illustrer avec une puissance inégalée certaines scènes comme le troisième impact, probablement la meilleure apocalypse du cinéma. On voit bien qu'avec The End of Evangelion, ils ont profité du succès commercial de la série pour apporter une fin grandiose, mais aussi, ils ont entendu les retours des spectateurs. En effet, après les épisodes 25 et 26, la haine des fans a été cataclysmique. Des lettres d'insultes, des menaces de mort taguées sur les murs du studio. Cette période a été un pur cauchemar pour Gainax et ses équipes. Anno, son créateur, avouera avoir songé à mettre fin à ses jours en voulant sauter du toit du studio, à la suite des conditions catastrophiques de production de la série et au retour du public. Néanmoins, grâce à ce film, ils ont pu porter leurs propos à un niveau encore jamais vu. En toute honnêteté, je ne pense pas avoir compris The End of Evangelion dans son intégralité. Il existe tant de niveaux de lecture, d'interprétation possibles, que ça leur donne le vertige. La richesse de cette fin est gargantuesque et elle mériterait sa propre vidéo à elle toute seule, tant sa richesse n'a d'égal que le cauchemar sublime qu'elle a su donner. Pourtant, beaucoup n'ont pas apprécié la fin d'Evangelion, disant que le film nous perdait dans les métaphores trop opaques, peu compréhensibles et dans des intrigues mal dirigées, partant dans tous les sens. Et il est très probable que One Piece subisse le même sort. Malgré l'écriture chirurgicale d'Eiichiro Oda, l'animation de son adaptation maîtrisée, malgré tout ça, on risque de revoir ce qui s'est passé pour Evangelion, à une moindre mesure, se reproduire pour One Piece. Mais donc au final, à quoi bon? À quoi bon se démener à donner tout son possible pour écrire une fin, aussi bonne soit-elle? Pourquoi One Piece devrait apprendre de ses prédécesseurs de toutes ces fins qui ont déçu, s'il est condamné à avoir une fin décevante? Puisque les spectateurs vont la détester quoi qu'il arrive, toutes les fins sont vouées à être haïes, car le public ne sera jamais satisfait. Non. Bien sûr que non, c'était pas si facile. Déjà, il faut rappeler une idée simple. Beaucoup de gens ont aimé des fins qu'on a citées aujourd'hui. Même des fins détestées par beaucoup ont leurs admirateurs. J'ai vu des gens défendre avec une grande pertinence la fin de My Hero Academia ou celle de Naruto. Aucune fin n'est unanimement détestée, aucune œuvre d'art ne sera jamais haïe par tout son public. Si l'on accepte l'idée que toutes les fins, même les soi-disant mauvaises, peuvent être aimées, il faut donc aussi accepter l'idée que même des chefs-d'œuvre peuvent être haïs. Je me permets d'enfoncer des portes ouvertes car lorsque l'on revient sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui, sur toutes les fins qu'on a abordées, on se rend vite compte que la vraie question pour One Piece n'est pas comment sa fin va être ratée et que doit-il apprendre des autres, mais plutôt l'œuvre au final. Elle appartient à son public ou à ses auteurs? Car tous les problèmes qu'on a évoqués depuis le début n'ont qu'un seul lien entre eux, le rapport des fans à ce que donne l'œuvre. On entend souvent qu'en art, lorsqu'un livre, un film, une toile ou une bande dessinée sortent de l'atelier de l'artiste, elle ne lui appartient plus. L'œuvre se retrouve alors entre les mains du public qui peut chercher à comprendre ce que voulait dire l'auteur, ou bien au contraire, rejeter sa démarche pour en faire quelque chose d'autre. Pour les plus philosophes d'entre nous, cela rappelle la notion de la mort de l'auteur de Roland Barthes. Il soutenait l'idée qu'il ne faudrait pas limiter l'interprétation d'une œuvre à la seule vie de son créateur et de ses intentions, car cela limite les significations possibles de sa création.
Il propose plutôt de la considérer comme un tissu de citations issues du contexte de sa création, des influences et inspirations plausibles de l'auteur plutôt qu'un bloc unique en dehors de toute influence. Le lecteur devient alors celui qui crée le sens de l'œuvre. Pour que le lecteur puisse naître, il faut tuer l'auteur. Et malgré la pertinence du propos, elle me semble quand même hypocrite. Malgré l'ampleur des influences externes réelles sur l'auteur, il souhaite transmettre un propos, une vision qui par le mélange de toutes ces influences lui devient propre. L'auteur a toujours une intention dans son travail, même inconsciente, et l'ignorer sans fondement me paraît irréfléchi, si ce n'est tout simplement injuste. Lorsqu'un artiste nous raconte une histoire au travers de son œuvre, il se retrouve sur scène au milieu du public, se lançant dans une tirade dont la foule est spectateur. Se crée alors un dialogue où le public répond à l'histoire que nous conte l'auteur et dont sa réponse se transmet dans le déroulé de son intrigue. La fin de son histoire est donc la conclusion de sa tirade, le dernier mot étant laissé au public qui choisira sur quelle note se terminera ce dialogue. L'œuvre se retrouve donc dans cet espace, entre l'intention de l'auteur et la réception des spectateurs. Et la fin d'une œuvre donne le ton de cet espace. L'auteur pourra travailler sa fin en s'assurant que toutes les promesses narratives soient tenues pour rendre sa fin aussi satisfaisante que possible, que son message ait la conclusion qu'il mérite et que ses personnages aient le développement qu'on nous ait promis. Il a la responsabilité, selon moi, de nous offrir une œuvre où il y met toute son honnêteté dans son travail et ses intentions. Et la fin doit refléter cette honnêteté, refléter la vision sincère de son auteur malgré vents et marées. Et lorsqu'on voit le travail d'Eiichiro Oda sur One Piece, on ne peut pas nier cette honnêteté, cette sincérité. Il faut rappeler que One Piece n'est plus un simple manga. Il est désormais une icône, le manga le plus populaire de l'histoire, un symbole que l'on voit dans des révolutions. Oda a un poids immense sur ses épaules pour conclure un tel monument de l'histoire de l'art. Surtout après avoir créé pendant 28 ans un univers à la géopolitique, la culture, l'histoire et la diversité rarement égalés. Écrit une histoire riche mettant en avant des centaines de personnages, tous avec un développement cohérent et complexe sur plus de 1000 chapitres à raison de 1 par semaine, portant des messages politiques, philosophiques et religieux au service de son histoire. Il serait donc hypocrite de croire que Eiichiro Oda ne met pas toute son âme dans son travail. Durant presque 3 décennies, il s'est donné la tâche de nous conter une odyssée, de nous montrer la beauté d'un voyage que nous parcourons tous avec Luffy, son équipage et leur vision, de nous battre pour nos idéaux, de poursuivre nos rêves et de lutter pour ce qui nous semble juste. En vérité, j'ai l'impression que peu importe la fin que nous donnera Oda, il aura réussi à transmettre toute sa sincérité au monde entier. Peu importe la fin qu'il nous donnera, il aura réussi à nous transmettre avec honnêteté toute sa vision, tout son être, et cela, aucune fin aussi ratée soit-elle ne gâchera ça. Il a réussi sa tirade face à son public avant même de l'avoir terminée. Il a donné tout son être, et le public, lui, l'a compris et l'a reçu. Il a réussi à faire en sorte qu'on ne se soucie plus du One Piece, qu'on ait juste à profiter du voyage. C'est ce que l'œuvre nous racontait depuis le début. Au final, One Piece a vraiment bien préparé sa fin. C'est alors à nous, les lecteurs, de choisir. De renier le travail de toute une vie car la dernière page ne nous convient pas, ou alors de se rappeler de tout ce que One Piece nous a apporté, de l'impact sur le manga et le monde de l'art, les conséquences sur nos vies et notre monde qu'il a laissé derrière lui. Tout ce qu'une mauvaise fin, en somme, ne pourra jamais nous reprendre.